Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous passez un très agréable samedi. Merci d'être en notre compagnie en direct pour cette troisième émission spéciale consacrée aux élections municipales. Alors vous vous souvenez qu'en octobre, on avait parlé communauté de communes, on avait parlé métropole régionale. Au cours de la deuxième émission, on avait parlé des responsabilités des maires, qui sont des responsabilités souvent très lourdes. On avait évoqué le fait que certains ne voulaient pas repartir au combat, pas obligatoirement facile. Et aujourd'hui, nous allons parler politique. Alors comment s'organisent ces élections municipales d'un point de vue politique? Est-ce qu'il y a des regroupements? Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des mésalliances et parfois des candidats qui partent seuls au combat, seuls avec leur équipe bien évidemment, ce qui peut poser des problèmes. Et puis on évoquera la question de savoir s'il vaut mieux partir sous un étendard politique ou alors au contraire élargir au maximum à la société que l'on appelle civile. Comme si les politiques étaient des militaires, figurez-vous. Alors, je précise que nous sommes donc en direct depuis le pôle des savoirs, rive gauche à Rouen, qui nous accueille. Je remercie ses responsables. Que vous pouvez intervenir dès maintenant sur Facebook et sur Twitter. Il vous suffit de taper alors le mot magique LVELHN et ensuite vous posez votre question. Où vous faites votre réflexion, et grâce à Carole Bellingard, avec qui je suis en liaison grâce à cette oreillette, je saurai en temps réel quelles sont les questions, quelles sont les réflexions que vous faites, et je tâcherai dans la mesure du possible, évidemment, de les relayer sur ce plateau. Avec des invités que je remercie d'être en notre compagnie, et ceux qui les accompagnent que je remercie également. C'est vrai que la campagne électorale a déjà démarré, elle va s'accélérer au mois de janvier. Nous appliquons à partir d'aujourd'hui en quelque sorte les règles édictées par le CSA. Ça n'est pas par ordre alphabétique que je vais vous présenter nos invités, mais à la suite d'un tirage au sort qui a eu lieu un petit quart d'heure. Voilà, vous connaissez les règles du jeu. On est en égalité du temps de parole. À partir de janvier, le CSA a été très précis, c'est l'équité qui prévaudra au niveau des temps de parole. Vous connaissez les règles du jeu. Nos invités tout de suite. Monsieur Nicolas Langlois, bonjour. Alors vous êtes membre de la direction départementale du Parti communiste français de Seine-Maritime et vous êtes secrétaire de la section de Dieppe. À vos côtés, bonjour, Christophe Bouillon, vous êtes député maire de Canteleu et vous êtes secrétaire fédéral du Parti socialiste de Seine-Maritime. À vos côtés, Nicolas B, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe du Front National au Conseil régional de Haute-Normandie. À vos côtés, monsieur Didier Peralta, donc vous êtes délégué départemental de l'UDI 76. Bonjour. Et puis à vos côtés, Laetitia Sanchez, bonjour également. Bonjour. Vous êtes secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Alors je précise, comme c'est en direct, on vous dit tout, évidemment, on ne vous cache rien. Nous attendons le représentant de l'UMP, qui n'est autre que monsieur Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, ancien ministre, ancien président du Conseil régional, qui ne saurait tarder à nous rejoindre. Alors, je disais, on va parler politique. Bien sûr qu'on va parler politique. On ne fait que ça, d'ailleurs, au cours de cette voie libre depuis le début de cette série. Mais ceux qui sont en notre compagnie et qui avaient assisté à l'émission précédente se souviennent. J'avais promis, nous allons le faire. On va parler environnement et culture. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une question qui se pose. Est-ce que, en période de crise économique, ce ne sont pas des secteurs qui risquent d'être quelque peu dévalorisés dans le cadre d'abord d'un programme et de son application? Alors, le général Pinochet, dictateur au Chili, avait repris cette phrase qu'on avait prêtée à Göring. En fait, c'était un auteur de théâtre allemand. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Il l'avait fait d'ailleurs devant les caméras, on s'en souvient probablement, au cours d'une conférence de presse restée célèbre. Évidemment, en France, le problème ne se pose pas parce que la culture, c'est un élément extrêmement important. Je vous pose d'abord la question à vous qui représentez le Parti communiste, monsieur Langlois. Est-ce que justement, en période de crise, il y a des secteurs, et peut-être que celui-là, ainsi que celui de l'environnement, souffrent un petit peu, compte tenu du fait qu'il faut peut-être favoriser d'autres secteurs? Dans le contexte économique et social grave que les gens vivent, que nos concitoyens vivent, au contraire, moi je pense qu'il y a besoin de culture, il y a besoin de pratiques sportives partout, pour tous. Ça nécessite qu'on n'investisse pas que dans les grandes agglomérations, qu'il n'y ait pas de la culture qu'à Paris ou qu'à Rouen, mais au contraire que ça irrigue nos campagnes, nos quartiers populaires. Puis ça nécessite aussi des budgets publics qui permettent aux collectivités, aux associations, aux scènes nationales, et j'en passe, d'avoir les moyens de fonctionner. Tout le monde autour de la table aujourd'hui va nous dire que la culture doit être la priorité, mais pourtant il y en a beaucoup qui votent depuis des années des budgets de la culture, du sport qui sont en baisse avec des répercussions sur la musique à l'école, sur l'art à l'école ou sur le budget des scènes nationales. Alors, monsieur Bouillon, c'est vrai que, en particulier dans votre ville, alors on précise que vous ne vous représentez pas, hein, c'est une de vos collègues socialistes qui va prendre le relais en quelque sorte à la tête d'une liste menée par le Parti socialiste. Maintenant, est-ce que c'est vrai, franchement, sincèrement, est-ce que bon, vous vous êtes pas dit par moment, c'est déjà quand même un peu dur sur le plan économique, il faut que je fasse des choix, et c'est peut-être la culture, c'est peut-être l'environnement qui vont payer entre guillemets.
Clairement non. Moi je considère, contrairement à d'autres, que la culture n'est pas un supplément d'âme, c'est même l'âme de la société. Il y a une dimension politique. Vous savez que la culture est souvent le lieu de la liberté d'expression. Il y a aussi une dimension sociale évidente. La culture participe à la cohésion sociale, elle crée du lien, elle permet aussi l'épanouissement, jeune ou moins jeune, et je crois que c'est une dimension en effet essentielle. Mais il y a aussi une dimension économique qu'on oublie parfois. Quand je regarde le succès formidable du festival Normandie Impressionniste, je m'aperçois que il y a beaucoup de monde qui se déplace pour visiter des expositions et que ce festival, par exemple, a permis justement d'irriguer l'ensemble de nos territoires. Et en tant que maire, j'ai toujours considéré, et je sais que beaucoup de collègues partagent ce sentiment, que la culture participait vraiment à la construction d'une identité aussi à l'échelle d'une commune. Alors, Monsieur B, on vous a entendu, vous et vos amis du Front National au Conseil régional, parfois très critiques sur des choix qui avaient été opérés en termes de culture, en disant finalement ça sert à rien, on fait plaisir, on saupoudre. Est-ce que vous restez sur cette position? Est-ce que dans vos programmes municipaux en général, là vous vous présentez, et ça fait pas mal de villes dans la région, vous appliquez un petit peu ce point de vue, ou bien est-ce que vous l'élargissez? En réalité, il y a une nécessité, c'est de promouvoir notre patrimoine et de permettre l'accès du plus grand nombre à la culture. En revanche, il y a un écueil, il y a une dérive réelle, bien souvent dans les collectivités territoriales, qui consiste à saupoudrer en effet de l'argent public, à donner des subventions un peu à tort et à travers, à des réalisations artistiques un petit peu marginales, qui ne rencontrent pas leur public, ou en tout cas pas un public très significatif. Et il faut se méfier aussi du clientélisme qui peut se développer en matière de culture. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de valoriser réellement notre patrimoine architectural, notre patrimoine artistique, et de faire en sorte que tous les habitants de notre région puissent y accéder facilement à des coûts raisonnables. Monsieur Peralta, votre point de vue? À mon avis, la culture doit rester une priorité des collectivités locales, même si il est vrai que c'est un grand risque avec la réinfraction des budgets et notamment des aides de l'État, que les élus soient tentés de couper dans les budgets de la culture. Pardonnez-moi, je vous interromps. Alors, vous n'êtes pas directement concerné, mais par exemple, le candidat UMP à la mairie d'Évreux, si j'ai bien compris, en tout cas, a dit finalement, la salle des musiques actuelles, ça va coûter trop cher dans le contexte actuel. C'est un exemple, mais bon, il y en a probablement d'autres. Quelles compétences pour quelle structure? Est-ce que la culture doit rester du domaine des communes? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la compétence culture soit prise plutôt par les intercommunalités, de manière à obtenir une mutualisation des moyens, de manière à dégager des budgets? Est-ce que la culture doit rester du domaine de la commune? Quand on peut parler des conservatoires, par exemple, les élèves qui vont dans les différents conservatoires ne viennent pas de la commune d'implantation, mais viennent de l'intégralité de l'intercommunalité. Donc c'est une vraie question que l'on se pose. Est-ce que la compétence culture ne devrait pas être prise par les intercommunalités de manière à dégager des moyens et donc des budgets par une meilleure mutualisation? Bon, finalement, vous êtes un peu d'accord avec ce que disait M. Bouillon quand il dit, en prenant l'exemple de Normandie Impressionniste, on peut travailler à plusieurs. Il n'y a pas de honte. Pour être on l'a bien compris. Madame Sanchez, et puis après on va rebondir sur l'environnement. Je sais que ça vous tient à cœur. Oui, alors nous, dans le domaine de l'environnement comme dans celui de la culture, nous croyons que la culture non plus n'est pas un supplément d'âme, comme le disait Monsieur Bouillon, qu'elle elle a toute sa légitimité aujourd'hui et une fonction sociale très importante pour faire lien social dans toute sa diversité. Nous pensons que les soutiens doivent être faits à des niveaux qui permettent la pratique amateur, qui permettent la rencontre sur les territoires, qui permettent de construire des projets, par exemple en liaison avec les projets éducatifs qui se développent avec la réforme des rythmes scolaires. Il nous semble que c'est là qu'on doit vraiment miser sur la culture dans sa fonction de lien social et d'éducation artistique pour tous. Alors, pardonnez-moi, vous avez parlé des rythmes scolaires. Voilà, vous avez parlé des rythmes scolaires, je vous interroge, je m'en excuse, mais en l'occurrence, au cours de la première émission, d'ailleurs, on l'avait évoqué cette question-là, c'est vrai que c'est une question relativement fondamentale, et certains disent, parmi ceux qui sont actuellement en place dans les municipalités, et ceux qui aspirent à le devenir, finalement, c'est peut-être aussi l'occasion de promouvoir la culture d'une certaine façon. Donc vous êtes plutôt sur cette longueur d'onde. Bien sûr, oui, nous pensons à la coéducation, nous croyons en l'éducation populaire, et il nous semble que là, il y a une chance formidable de réunir tous les acteurs qui s'intéressent à l'enfance,
Et il me semble que la culture est tout aussi utile que la pratique sportive, que l'éducation artistique. Vraiment, tout ça, c'est ça qui fait société et nous y croyons fortement. Alors, on va rebondir, si vous le voulez bien, on va refaire un tour de table dans l'autre sens, sur l'environnement. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, il y a des communes, on fait rouler des véhicules électriques, les entrées de ville sont soignées, l'environnement en général, et y compris au niveau des économies d'énergie dans les locaux publics, il y a des efforts qui sont faits, à droite comme à gauche. Je crois que personne ne dit le contraire. Maintenant, jusqu'à un certain point, parce que parfois, faire de l'écologie, vous allez me dire le contraire, j'en suis persuadé, mais c'est vrai que parfois ça peut coûter un petit peu d'argent. Alors, est-ce que là aussi, vous pensez qu'il y a des risques de voir ces budgets-là, qui sont importants, diminuer? Est-ce qu'il y a danger dans ce domaine-là? L'écologie, l'environnement, ce n'est pas un luxe, ce sont nos biens vitaux, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Nous voyons aujourd'hui des épisodes de pollution qui demandent vraiment que les pouvoirs publics en tiennent compte et se montrent vraiment volontaires dans la transition écologique pour qu'on puisse tout simplement respirer, boire de l'eau en toute sécurité, en respectant un principe de précaution et en faisant porter les responsabilités aussi sur ceux qui polluent ces ressources et en restructurant différemment l'offre de transport, de déplacement, en s'engageant de façon très volontariste dans la réduction des pollutions, par exemple liées au logement. Il y a vraiment tout un travail à faire sur la rénovation thermique. C'est dans les clous. Maintenant, il faut s'y engager par des politiques locales vraiment volontaristes. Donc là, vraiment, il y a un gisement d'économie à avoir, un gisement d'emplois qui vont aller dans le sens de la transition écologique pour le bien-être de tous, moins de pollution, un air plus respirable et si on voulait parler de l'eau, on pourrait également engager toute une réflexion. Alors, Monsieur Peralta, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fameux contournement est de Rouen, qui est d'ailleurs assez contesté, je crois, ne pas me tromper, par Europe Écologie Les Verts, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau local. On a parlé aussi des problèmes de pollution, vous avez eu raison de l'évoquer, il y a quelques jours, il y a eu des épisodes quand même assez sérieux, ça a concerné la région parisienne, alors peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on en a beaucoup parlé sur le plan national, mais ici on a l'habitude. Et puis, bon, il y a un peu ce débat, moins de voitures, plus de voitures, quelle est la position des décentristes, j'allais dire? De l'UDI. L'UDI est le parti de l'écologie, d'une écologie de développement, d'une écologie de croissance. Ça a été montré. C'est quoi la différence avec votre voisine? Nous donnons priorité aux mesures écologiques qui vont dans le sens d'un développement économique et non pas qui s'arrêtent à des mesures de pur principe dogmatique. Donc, utilitariste comme vision de l'écologie. Nous sommes pour une écologie de développement, une écologie de croissance. Dans une commune, ça se traduirait par quoi? Par exemple sur Rouen, au niveau des transports en commun. Pourquoi ne pas avoir une politique plus ambitieuse et plus créative au niveau du réseau de transports en commun en développant une nouvelle grille de transport en commun, en renforçant les lignes qui sont particulièrement rechercher la ligne 7 par exemple, on va citer la ligne 7, mais travailler avec les associations de commerçants de manière à ce qu'on puisse faire venir plus facilement les gens vers les commerces, c'est-à-dire pas seulement avoir une écologie dogmatique, mais avoir vraiment une écologie de développement et de croissance. Développer le véhicule électrique, ça c'est pas encore fait sur Rouen par exemple. Alors ça, c'est votre point de vue. Je rappelle que la voix est libre, c'est le titre de cette émission. Chacun s'exprime et chacun donne son avis. Monsieur B, par exemple, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop? On vous a entendu tenir des propos quand même très durs concernant en particulier le plan éolien. Je rappelle quand même, vous qui êtes au Conseil régional, que c'est une pierre de développement économique très importante pour l'ancien président et pour l'actuel, c'est-à-dire développer une filière globale qui aura des répercussions sur le plan de l'emploi. On pense au Havre, on pense à Fécamp, on pense à Saint-Valery-en-Caux et pourquoi pas du côté de Dieppe. Non, je crois que c'est une erreur en matière d'éolienne parce que on recrée les moulins à vent. On sait très bien qu'il n'y a aucune perspective de développement de cette énergie. Et en réalité, il y a par exemple des énergies propres comme le solaire où il y a des perspectives de développement réel. Mais l'énergie éolienne, c'est une erreur totale. Les différents plans d'éolien offshore ou même d'ailleurs d'éolien terrestre vont coûter une fortune et coûtent déjà une fortune, y compris avec un bilan écologique très lourd. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que à chaque fois
qu'on met un pylône pour une éolienne offshore, on déverse 5000 tonnes de béton dans la mer. C'est ça la réalité. Tout le monde est d'accord pour défendre l'environnement, bien sûr, et au Front National, nous sommes engagés sur ce sujet. Mais en revanche, nous refusons les modes qui consistent à dire aux Français un certain nombre de mensonges en développant des énergies où il n'y a aucune perspective de développement, qui ne sont pas rentables, dont le coût est exorbitant pour le contribuable. Ce qu'il faut quand même dire, la vérité, c'est que l'énergie nucléaire aujourd'hui reste encore l'énergie la plus sûre et la plus propre. Et bien sûr, il faut envisager la transition énergétique, mais il faut l'envisager de façon réaliste. Or, les différents plans éoliens, c'est exactement le contraire. Ça consiste à faire peser sur le contribuable le coût de cette transition énergétique avec aucune perspective d'avenir. Bon, là, on s'éloigne, pardonnez-moi de dire ça, un peu du débat local, parce que l'énergie nucléaire, c'est clair que c'est un débat qui se fait au niveau national. Mais pas seulement, parce qu'il y a le PR de Panly, par exemple. Oui. On a vu d'ailleurs, ce qui est assez amusant, la majorité régionale tergiverser sur ces sujets-là, les positions des élus communistes au Tréport qui sont différents des propos qui sont tenus dans l'hémicycle à 80 km de là à Rouen. On voit que sur ces sujets-là, il y a l'opinion publique qui est très hostile à ces modes tout à fait futiles et inadaptés. Dans 20 ans, on aura des pylônes partout qui seront en train de rouiller parce que la réalité, c'est que l'énergie éolienne n'est pas une énergie d'avenir. Mais aujourd'hui, l'UMPS et leurs alliés, les Verts et le Parti communiste, sont tous unanimes pour dilapider de l'argent public avec aucune vision stratégique en matière d'énergie. Vous êtes pour les économies d'énergie, pas tellement sur votre temps de parole, parce que là, vous en prenez un petit peu. Une question, vous parliez tout à l'heure des panneaux photovoltaïques. Monsieur Bouillon, il y a une politique qui a été menée en faveur du développement de ces panneaux. Bon, on a l'impression qu'on est revenu un petit peu en arrière, peut-être parce qu'on avait été, j'allais dire, trop généreux, c'est possible. Il y a des entreprises quand même et des emplois qui se sont un petit peu fourvoyés dans cette aventure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il y a urgence sur la question environnementale. Le 5e rapport du GIEC l'a montré. Et quand il y a urgence, il y a des réponses à tous les étages. Il y a des réponses monde. Moi, je me félicite qu'en 2015, la France accueille le COP 21. Je me réjouis aussi quand la France va mettre en œuvre une grande loi sur la transition énergétique. Je me réjouis aussi qu'à l'échelle de la région, il y a non seulement des projets porteurs, notamment celui de l'éolien qui est créateur, je le dis, avec insistance, d'emplois pour notre région. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte économique et social que nous connaissons, nous pouvons regarder avec plutôt de façon favorable ces nouveaux emplois. Et par ailleurs, il y a des réponses aussi locales à l'échelle des communes en termes d'efficacité énergétique et en termes aussi de modes d'énergie un peu différents, notamment sur la biomasse. Je connais beaucoup de communes, donc Canteleu, qui ont réalisé des chaufferies bois qui sont à la fois bons en termes environnementaux, bons aussi pour le porte-monnaie, puisque c'est une énergie qui coûte moins cher. Pardonnez-moi, à Paris, on a dit aux gens lors du dernier pic de pollution, surtout ne faites pas de chauffage au bois, parce que ça crée du CO2. Oui, mais vous ne confondez pas, j'espère, une cheminée avec une chaufferie bois, bien évidemment. Quand vous diminuez de 75% les émissions de gaz à effet de serre, vous êtes vraiment dans la réponse environnementale. Moi, je crois que concrètement, aujourd'hui, on le voit, il y a des communes qui agissent. Je suis aussi favorable, par ailleurs, à ce qu'on appelle l'autoconsommation, à faire en sorte à ce qu'on puisse consommer directement l'énergie que l'on produit. Vous parliez du solaire. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Il s'est passé tout simplement une sorte de stratégie stop and go. Tout d'un coup on favorise, tout d'un coup on arrête. Ce qui est difficile pour la filière solaire et pour les filières dans l'énergie renouvelable en général, c'est l'instabilité des réglementations, l'instabilité des mesures. Je pense qu'il faut offrir une visibilité à long terme pour permettre aux énergies renouvelables de se développer. Très bien. Alors, vous parliez des intérêts locaux. Au passage, Monsieur B, ça vous concerne, c'est Rebecca Armstrong, je cite son nom, qui vous dit le nucléaire, l'énergie la plus sûre, la plus propre, selon le représentant du FN, où on l'emmène à Fukushima au Niger. Vous voyez, vous avez une invitation à aller voir ce qui se passe par là. On n'aura pas un problème de raz-de-marée sur la Manche. D'accord. Monsieur Langlois, alors on a évoqué les intérêts locaux. Alors c'est vrai, Monsieur B n'a pas complètement tort. C'est vrai que du côté du Tréport, la ville est dirigée par un maire communiste, et on a bien compris que lui, il n'est pas très favorable au développement de l'éolien en mer en face du Tréport. Alors il dit, c'est pas très intéressant d'un point de vue économique, et surtout, les pêcheurs ne vont pas pouvoir pêcher dans les zones de pêche traditionnelles. Alors, est-ce qu'on peut trouver un compromis ?
Nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent que l'enjeu environnemental ou écologique doit se substituer au reste du développement humain, au reste du développement économique. Il y a un enjeu au Tréport, c'est que les activités de pêche qui sont essentielles aux populations, essentielles au développement économique du nord du département, soient prises en compte dans le futur projet. Les pêcheurs ont été entendus, se font encore entendre des donneurs d'ordre, mais j'élargirai le problème. Moi je suis très content que la France accueille le prochain sommet climatique, mais ce serait bien que les sommets débouchent sur quelque chose de concret et que ça se traduise pas juste par une grande réunion et que juste après on assiste à une nouvelle désindustrialisation, à la fermeture du triage de Sotteville-lès-Rouen, parce que moi je pense que si on veut relever l'enjeu environnemental, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. La ligne de train Dieppe-Rouen, enfin plutôt Dieppe-Paris, était menacée, l'est encore. Moi je pense que combattre pour préserver cette ligne de train directe le week-end, ça répond à l'urgence écologique. Faire en sorte qu'on préserve nos industries automobiles, pétrochimiques, plasturgiques, etc., ça répond à l'urgence écologique environnementale. Vous êtes pour le PR par exemple, à Port-Louis, clairement. Nous sommes pour le mix énergétique. Il y a besoin de faire évoluer notre production d'énergie, mais il y a surtout besoin d'avoir une énergie accessible pour les ménages et aussi pour les professionnels, parce que quand on nous parle de compétitivité et qu'on signe un chèque en blanc aux entreprises de 20 milliards d'euros, moi je préférerais qu'on agisse sur le coût de l'énergie, qui est un véritable handicap pour notre industrie. Alors, et puis tout à l'heure je parlais pour la culture et le sport de moyens. Moi je pense que si on veut mener une politique ambitieuse de logement, d'isolation thermique, il y aurait besoin qu'au plan national on développe les moyens, et j'ai pas l'impression que la loi Duflot le permette. D'accord. Alors, gardez le micro, Monsieur Langlois, parce que j'ai des questions à vous poser. Alors, on va cette fois aborder véritablement la question des enjeux politiques de ces élections municipales. On parlera dans la deuxième partie de l'émission du fait de savoir si ces enjeux sont uniquement locaux, mais également nationaux. Alors, moi, personnellement, j'ai un début de réponse, mais c'est un point de vue. Il sera intéressant d'avoir celui de nos invités. Mais tout de suite, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, je rappelle qu'il y a 744 communes, dont 50 communes de plus de 3500 habitants en Seine-Maritime. Il y en a, figurez-vous, 675, ça fait beaucoup d'ailleurs, dans le département de l'Eure, dont 20 de plus de 3500 habitants. Alors, nous, à France 3, on va se baser un petit peu sur ces communes pour faire un comparatif sur ce qui s'est passé en 2008 auparavant et ce qu'on est en droit d'attendre pour les prochaines élections en 2014. Et pour le moment, pour faire court, pour vous la jouer courte, il y en a 34 plutôt à gauche en Seine-Maritime contre 16 à droite, 13 à gauche contre 7 à droite dans l'Eure. Et c'est vrai, sincèrement, qu'on s'y perd un petit peu quand on essaye de comprendre la façon dont les partis politiques que vous représentez aujourd'hui s'organisent. On commence par vous, Monsieur Langlois. Par exemple, il n'y a pas de problème d'union de la gauche à Gonfreville-Lorcher avec le maire sortant, donc ancien député, qui monte au créneau, en l'occurrence Monsieur Jean-Paul Lecoq. À Dieppe, vous partez, alors que vous êtes sortant, vous partez seul au combat. On annonce, mais je ne sais pas si c'est vrai, une liste parti de gauche avec Europe Écologie Les Verts, et on annonce une liste d'hiver gauche avec Monsieur Bernard Brébion, plus des gens du PS, plus des divers droites. Donc, surprise. Et puis j'ajoute que, mais c'est peut-être pas finalisé, par exemple, à Louviers, on annonce une liste Parti communiste plus nouveau parti anticapitaliste. Bon, alors j'aimerais bien comprendre, est-ce qu'il y a une politique globale du Parti communiste en France pour ces municipales, ou est-ce que c'est en fonction des endroits ? Oui, les communistes ont fait un choix, et d'ailleurs c'est le choix qu'ils ont fait depuis longtemps. C'est de travailler à l'occasion des échéances municipales, mais comme ils le font tous les jours, aux rassemblements les plus larges possibles. De toutes celles et ceux qui ont leur service public à cœur, de toutes celles et ceux qui ont un aménagement du territoire équilibré à cœur, et ça se traduit localement par un travail aux rassemblements les plus larges possibles. Vous dites qu'à Dieppe, nous allons partir tout seuls. Moi, j'ai pas cette impression-là. L'élection, ce sera le 23 mars. Il reste encore un peu plus de 3 mois. Et il y a du travail à faire pour que le peuple de gauche, au-delà des partis politiques, parce que moi, j'ai pas la sensation que les partis politiques ont vocation à se servir, eux, à l'occasion des élections, mais au contraire, à être au cœur de la population et au cœur des rassemblements. À Dieppe, le rassemblement sera plus large et plus fort qu'en 2008. Et ce sera le cas dans tout le département et dans toute la région. J'ouvre une parenthèse que je referme aussi vite, puisque dans les tweets, il y a Adrien Nézé qui nous dit « L'UMP qui fait le choix de la politique de la chaise vide dans la voie libre, on en parle ». Alors, on précise que non, l'UMP ne fait pas le choix de la chaise vide. Jusqu'à preuve du contraire, normalement, il y a M. Ruffnac que nous attendons toujours. Ce que je propose à nos amis de la régie, c'est de voir s'il n'est pas possible que parmi les représentants de l'UMP qui sont présents ici, et je ne parle pas de M. Bure, qui est tête de liste pour le moment à Rouen, mais quelqu'un d'autre puisse prendre, s'il est d'accord, bien évidemment, la place de M. Ruffnac, si on sait que, malheureusement, il
il ne pourra pas être des nôtres au cours de cette émission. Alors je dis merci d'avance et on continue notre tour de table. Alors donc on a vu un petit peu avec vous le Parti socialiste, Monsieur Bouillon. Bon, on pourrait se dire après tout, ça se passe pas trop mal. Et c'est vrai par exemple qu'à Rouen il n'y a pas de problème, qu'avec les radicaux de gauche à Évreux ça se présente plutôt pas mal. Mais si on prend l'exemple du Havre, on a assisté quand même, pardonnez-moi de dire les choses comme ça, à un petit psychodrame. Alors on rappelle les épisodes précédents. Vous faites une consultation élargie et citoyenne ouverte à tous les Havrais, seulement 1500 participants, vous me dites si je me trompe sur les chiffres, donc c'est pas énorme, mais après tout pourquoi pas. Et au moment de constituer la liste, celui qui l'a emporté, qui est donc Monsieur Galap, qui n'est socialiste si je ne me trompe pas que depuis quelques mois, finalement ça se passe pas hyper bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et les membres du Parti socialiste trouvent que finalement ils n'ont pas une bonne place sur sa liste. On est d'accord là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que finalement c'est le PS qui fait peur en tant que parti politique, mais ça pourrait être une autre formation, ou est-ce qu'au contraire les gens aspirent à ce qu'il y ait un élargissement de la représentativité de ceux qui vont prétendre aux plus hautes destinées dans cette ville? D'abord, moi j'observe une chose, c'est que il y a eu malgré tout au moment des primaires une participation qui dépasse largement les simples rangs des militants du Parti socialiste. Et en cela, c'est déjà plutôt un succès. En tout cas, c'est plutôt réconfortant de voir que des Havrais qui n'étaient pas cartés au Parti socialiste sont venus se déplacer pour faire le choix du candidat du Parti socialiste aux élections municipales du Havre. On est à l'heure aujourd'hui finalement de la démocratie tweet ou la démocratie des réseaux sociaux. Et c'est vrai que tout se vit quasiment en direct. Vous savez, ça fait des années, souvent les uns les autres, que nous participons à l'élaboration de listes municipales. Et il est bien évident que cela est toujours l'objet de discussions, de débats. Il faut à la fois avoir quelques principes en tête. Il y a le principe du rassemblement, parce que, je le dis avec force, le Parti socialiste est un parti avec différentes sensibilités qui s'expriment en son sein. Et donc, c'est cette idée rassemblement qui doit se retrouver. Il y a aussi l'idée portée par le candidat désigné par les Havrais qui ont participé aux primaires, qui est le principe du renouvellement, du rajeunissement. Et je crois qu'il a fallu conjuguer ou concilier en tout cas ces deux principes, celui du rassemblement et celui du renouvellement. Mais ça, c'est derrière nous. Et aujourd'hui, Camille Galap s'adresse directement aux Havrais pour proposer une alternative aux Havrais, parce que depuis des années, les Havrais connaissent une politique qui ne répond pas, me semble-t-il, à l'idée simplement d'être un Havre pour tous, c'est-à-dire de répondre à toutes les catégories sociales présentes sur la commune. Et je crois qu'en la matière, dans quelques semaines, Camille Galap et son équipe feront des propositions en s'adressant directement aux Havrais. Alors là, je passe votre tour, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas ni l'un ni l'autre. Oui, Madame Sanchez, là quand même. Bon, moi j'ai cru comprendre que du côté des représentants de votre formation politique au Havre, on comprenait pas trop comment ça se passait. On a entendu notamment Monsieur Diolafé dire, attendez, on nous a annoncé qu'il y aurait des places pour nous sur la liste, mais on sait toujours pas lesquelles, et on ne comprend pas ce mode de fonctionnement. Alors vous êtes au sein d'Europe Écologie Les Verts, comme tous ceux qui représentent ici leur formation politique très structurée, très organisée. Mais est-ce que c'est pas ça le hiatus finalement? Entre des gens de la société civile, des gens qui montent au créneau et qui se retrouvent finalement un petit peu décalés par rapport au mode de fonctionnement des partis politiques. Est-ce que c'est pas ça la limite du système finalement? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien dans la société peut-être une interrogation par rapport au fonctionnement des partis politiques qui nous demandent à nous de nous ouvrir et d'être un petit peu plus à l'écoute de cette société. Alors c'est ce qu'on fait quand on part sur la construction de listes autonomes qui s'ouvrent vraiment à parité à la société civile. Ça c'est quelque chose que l'on porte depuis longtemps et que l'on réalise effectivement parce que ça fait partie de notre credo de base, un pied dans les institutions, un pied dans la société civile, et on le fait quand on fait ces listes paritaires avec la société civile. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le parti, il fonctionne avec un double principe d'autonomie. On a une autonomie de proposition évidemment et de projet. On propose des modèles qui sont écologistes, qui nous sont propres, ce qui après est une base de dialogue pour construire des accords locaux si cela doit s'envisager selon un contexte qui nécessite
un rassemblement, par exemple. Et là, ce qui est souverain, c'est l'autonomie du groupe local. Chaque groupe local, dans le courant du mois de décembre, a procédé à des assemblées générales où les positions sont discutées et où des décisions sont arrêtées par rapport à chaque contexte très particulier qui nous est proposé. Donc au Havre, c'est vrai que la position en cette fin décembre, pour l'instant, c'est un appel au rassemblement qui puisse effectivement permettre d'avoir une lisibilité de la gauche au Havre, de la gauche et des écologistes face à une droite qui, elle, est très structurée. Donc là, c'est vrai que dans le contexte du Havre, pour l'instant, on est dans cette position-là à l'heure d'aujourd'hui. Vous ne savez pas. Voilà. Vous attendez, mais est-ce que c'est par proche, hein, on lance un appel. Que les négociations se poursuivent, alors que les choses sont beaucoup plus claires, par exemple à Rouen, vous avez une liste autonome, les choses sont plus claires, par exemple à Mont-Saint-Aignan, vous avez une liste autonome, les choses sont plus claires ailleurs, et puis dans certains cas, par exemple à Dieppe, pour le moment, je pense le contrôle de M. Langlois, les choses peuvent peut-être évoluer, pour le moment vous vous associez au parti de gauche. Voilà, oui, toujours sur la base. Est-ce que c'est pas un peu le grand écart? Moi, c'est un peu la question que je pose à tout le monde, à vous en particulier. Est-ce que c'est pas un grand écart idéologique finalement? Alors nous, on travaille vraiment sur des projets locaux. Ça fait vraiment des mois que nous travaillons dans chaque groupe locaux à la construction de projets. Et c'est vrai qu'ensuite, les propositions que nous portons, soit en autonome, soit dans des unions, se font sur des discussions toujours de projets, que ce soit dans un premier tour ou plus tard dans un enrichissement d'un rassemblement de deuxième tour. On tient vraiment à avoir des accords sur des projets. Et c'est vrai que dans des contextes très particuliers comme Dieppe, c'est parfois difficile d'avoir des accords avec des tensions sur certains sujets locaux comme le nucléaire. C'est vrai qu'on a été là un petit peu placé dans cette nécessité d'avoir d'autres propositions à Dieppe, notamment sur l'énergie. Voilà. Alors, vous savez que cette émission se passe en direct. On vous dit tout, on vous l'a promis. Monsieur Ruffnac n'est pas là. Et c'est en fait Karim Adef qui le remplace. Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes vos fonctions au sein de l'UMP. On va vous découvrir en même temps que cette émission, si je peux me permettre de dire les choses comme ça en toute simplicité. Alors, pour ma part, donc je suis tête de liste sur la commune de Canteleu. Bon, alors on est bien d'accord, vous n'allez pas parler de Canteleu au cours de cette émission, comme Monsieur B, qui est candidat dans une autre ville, ne va pas parler de la sienne. Oui. Et en tout cas, merci de remplacer Monsieur Ruffnac un petit peu au pied levé, on va dire les choses comme ça. D'accord. Alors, simplement une question très importante. On évoquait un peu que le Gilet vert, on évoquait le PS, on évoquait le PC. On pourrait dire la même chose à droite, parce que, pardonnez-moi, c'est quand même pas évident. Alors, sur Rouen en particulier, bon, on se disait, après tout, les choses auraient pu être plus simples, peut-être avec un accord assez rapide. On a l'impression que ça traîne, que vous n'y arrivez pas. À Évreux, il y a une liste dissidente d'hiver droite avec l'ancien député maire UMP, Monsieur Nicolas, face à Monsieur Guy Lefranc, qui est le candidat officiellement investi. À Vernon, je donne un troisième exemple, mais je pourrais en donner quelques autres. À Vernon, il y a également une liste entre guillemets dissidente, c'est Monsieur Jean-Luc Mirault, ancien sénateur maire UMP, donc d'hiver droite face au candidat officiellement investi. Bref, on a l'impression que c'est quand même pas très facile. Et est-ce que c'est pas la machine à perdre en quelque sorte qui est en route, alors que le contexte devrait peut-être, je ne sais pas, c'est une question, plutôt aller dans le sens d'une union pour pouvoir gagner face à vos adversaires. On pense en particulier à Rouen. Je dis pas que le maire de Rouen est content de ce qui se passe chez vous, mais enfin, ça ne va pas trop le décevoir, on va dire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, nous avons encore un peu de difficultés, j'ai envie de dire, à réunir notre famille politique. Néanmoins, ce que l'on peut constater sur certaines grosses communes, on ne le voit pas aujourd'hui sur des plus petites communes où aujourd'hui on a cette approche globale, c'est-à-dire que les droites, je veux dire républicaines, arrivent à s'entendre et à s'unir parce que l'enjeu pour la droite, pour la famille de droite, est quand même de taille. Aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde depuis le conseil régional jusqu'aux communes, aujourd'hui, c'est vrai que la droite globalement en Seine-Maritime est très peu présente. Donc, on a aussi conscience aujourd'hui de cette situation et on essaye. C'est vrai que c'est une démarche que nous essayons de faire sur beaucoup des communes de l'agglomération rouennaise. Sur Rouen, je suis persuadé aussi que les choses se feront naturellement le moment venu. Maintenant, c'est vrai que ça peut, pour le moment, perturber un tout petit peu, mais disons que ça reste quand même une famille politique. Il y a une cohérence.
la droite, donc la droite républicaine, c'est un front d'idées, et il est important aussi que toutes les sensibilités puissent être présentes, en tout cas au premier tour. Maintenant, les choses se feront encore une fois naturellement, le moment venu. Alors, Monsieur Hadef, je vous donne une information. Vous allez bientôt terminer. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Votre intérim, puisque Monsieur Rochnac vient de faire son apparition. Oui, Restez avec nous pour le moment. Préparé. On fera l'échange dans quelques minutes. Oui, alors, Monsieur Peralta. Bon, alors, je donnais quelques exemples. Et après, ça va être à vous, Monsieur B, parce que j'ai aussi une question très précise par rapport à tout ce qui est dit à vous poser en direct. Donc, Monsieur Peralta, on pourrait parler de Mont-Saint-Aignan. En 2008, le maire sortant, Madame Guégaud, a perdu avec sa liste, finalement, la majorité qui était à droite à l'époque à Mont-Saint-Aignan, parce qu'il y a eu une division, notamment avec Monsieur Grigi, mais c'est pas nominatif. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait deux listes. C'était peut-être pas le moment de faire deux listes. Et là, on a l'impression que on repart de la même façon. Donc, il y a une tête de liste qui est conseillère municipale d'opposition à Mont-Saint-Aignan, et il y a Monsieur Grigi qui repart au combat avec sa liste. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, dans le contexte actuel, je dirais pas qu'il y a des aveux des politiques, mais c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à l'institution politique et au parti en particulier. Est-ce que vous avez le luxe, vous pouvez vous offrir le luxe de partir divisé? Alors, de cet exemple comme d'autres. Eh bien, je suis d'accord avec vous, parce que je voudrais qu'on pense un petit peu à nos électeurs. Qu'est-ce que veulent nos électeurs face à l'hégémonie de la gauche dans la région, face à l'état de la France? Nos électeurs de la droite républicaine et du centre veulent qu'on se réunisse, veulent des listes d'union dès le premier tour. Il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau des listes divisées qui partent à l'assaut des municipalités, de communes que l'on a des chances de regagner cette année. Donc on y travaille. On y travaille. Comme le disait mon collègue de l'UMP, il y a beaucoup de communes dans lesquelles les accords se sont faits. Il reste quelques difficultés, et non des moindres, vous les avez citées, mais on continue à travailler sur Mont-Saint-Aignan, on continue à travailler sur Rouen. Bien sûr, on continue à travailler sur Rouen. Ça veut dire que, par exemple, à Rouen, il peut y avoir une liste d'union. C'est pas encore plié. Nous souhaitons une liste d'union. Nous souhaitons une liste d'union à Rouen. Attendez, pardonnez-moi, je vais être un peu provocateur. On a l'impression que du côté de l'UMP comme du côté des centristes, on entend on veut. On va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on veut? Quand on vous a la volonté. Vous je suis très optimiste. De la politique, toujours. peut-être. Ben oui, voilà. Sinon, je ne ferai pas de politique. Bien sûr. On va y arriver. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, c'est important. Est-ce qu'il y a des divergences idéologiques importantes? Et puis, si jamais il y a deux listes au départ, comment ça se passe pour la réunification, en quelque sorte, la fusion des listes avant le deuxième tour? Parce qu'il y a eu des épisodes sanglants, notamment à Rouen, à l'époque de M. Guinz et de M. Gauthier, par exemple, pour ne citer que cet exemple. Il est évident que si jamais il n'y avait pas d'union dès le premier tour, il faut bien sûr qu'on se réunisse au deuxième tour. Là, ce serait marcher sur la tête si on continuait avec deux listes au deuxième tour. Ce serait l'idéal pour faire perdre des communes que l'on est en capacité de gagner. Mais je vous le redis, on continue à travailler. Il faut des listes d'union dès le premier tour, absolument. Alors, les raisons pour lesquelles je pose cette question de façon peut-être un petit peu insistante depuis le début de cette émission, c'est que, vous le savez probablement, les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire que maintenant, 10% des votes exprimés, eh bien, ça suffit pour se maintenir au deuxième tour. Et là, ça peut changer considérablement les choses. Si on avait appliqué cette règle du jeu lors des dernières législatives, sur les 15 circonscriptions de Seine-Maritime et de l'Eure, il y aurait eu des triangulaires partout, avec qui en troisième position, en deuxième, voire en première? Le Front National. Et là, Monsieur B, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez vous maintenir systématiquement s'il y a des triangulaires au deuxième tour? Est-ce que c'est pour embêter l'UMPS, comme vous dites, ou est-ce qu'il y a, comme on en entend parler dans le sud de la France, y compris avec des candidats de l'UMP ou de l'UDI qui sont, entre guillemets, sortis de leur formation politique, des alliances sont, d'après vous, possibles? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que sans vouloir être désagréable avec qui que ce soit, je crois que ce genre de débat, de savoir si la gauche va être rassemblée dès le premier tour en plusieurs listes, en une seule liste, etc., les Français s'en moquent totalement. Nos compatriotes qu'est-ce qu'ils voient de la vie politique locale, de la vie municipale, des impôts qui explosent, des services publics qui disparaissent, une insécurité qui se développe partout dans les communes, y compris dans les zones périurbaines ou les zones rurales, une faillite totale des politiques qui sont menées aussi bien par l'UMP que par le PS, et qui se ressemblent d'ailleurs très étonnamment. Et dans ce contexte-là, ils aspirent à un vrai changement. Ce qui disqualifie totalement les alliés du Parti socialiste que sont les Verts ou le Parti communiste, c'est qu'ils sont alliés à tous les étages de la vie politique. Par conséquent, ils sont co-responsables
responsable de la politique mondialiste ultra-libérale menée par le PS, et ce qui disqualifie totalement l'UMP et l'UDI pour représenter une alternative quelconque au Parti socialiste qui, c'est vrai, est dans une position de quasi-monopole dans notre région, c'est que les politiques qu'ils ont menées ou qu'ils mènent lorsqu'ils sont aux affaires sont rigoureusement identiques à celles qui sont menées par la gauche. Et par conséquent, à ces élections municipales, ce qui est important, c'est que nos compatriotes, ici en Haute-Normandie comme ailleurs, aient la possibilité d'un autre choix. C'est pour ça qu'il y aura des listes Front National partout. Il y aura en particulier des listes du Front National dans la quasi-totalité des communes de plus de 10 000 habitants et également dans un certain nombre de plus petites communes. Et bien sûr, nous nous maintiendrons. On n'a aucune raison de favoriser l'élection ou du PS, ou de l'UMP, ou de leurs alliés, alors que les politiques qu'ils mènent sont aux antipodes des intérêts fondamentaux et vitaux de notre peuple. Ces gens-là sont totalement disqualifiés, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et aujourd'hui, l'aspiration profonde des Français, écœurée par l'UMP, puis par le PS, c'est un vrai changement. Et nous pensons que nous pourrons porter ce changement, entrer massivement dans les conseils municipaux, peser dans la vie locale, enraciner le Front National dans les territoires, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, nous saluons M. Ruffnac. Bonjour M. Ruffnac, qui vient de nous rejoindre. Et nous remercions d'ailleurs M. Adef de l'avoir, entre guillemets, remplacé pendant quelques minutes. On a des questions à vous poser, bien évidemment, Monsieur le Ministre, mais je rappelle que vous êtes ancien maire du Havre. Vous avez été élu en 1995 et vous avez passé le relais il y a 2 ans et demi à votre collègue Édouard Philippe, qui est candidat en tête de liste. Vous avez été ministre, président du Conseil régional. Voilà pour vous resituer au cas où des gens auraient des questions par rapport à ça. J'ai quand même une question complémentaire à vous poser. Vous dites, ça c'est de la soupe électorale, en gros, et ça fait longtemps qu'on entend le Front National dire ça. Maintenant, pardonnez-moi, M. Philippot, qui n'est pas n'importe qui au Front National, il a tendu une perche du côté de M. Nicolas Dupont-Aignan en lui disant dans un premier temps, tiens, finalement, on est d'accord sur tout, pourquoi on ne ferait pas des listes communes, par exemple pour les européennes, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre? Alors bon, fin de non-recevoir de la part de M. Dupont-Aignan, et là, M. Philippot dit, finalement, M. Dupont-Aignan, c'était pas grand-chose, maintenant ça va être plus rien. Alors c'est pas très sympa, mais à la limite on peut comprendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous savez bien, Monsieur B, que si vous voulez être maire, je dis pas être au conseil municipal, parce que vous aurez des élus au conseil municipal, dans différents conseils municipaux, mais si vous voulez être maire un jour, il faut faire des alliances. Avec qui, comment? Donc la soupe électorale, vous êtes obligé d'y arriver. Non mais précisément, il ne s'agit pas de soupe électorale. Il ne s'agit pas de faire des alliances basées sur des combinaisons politiciennes pour sauver des petits postes et des petits avantages. Nous tendons la main, mais nous ne tirons pas la manche. Nous tendons la main, en effet, à l'égard notamment de la base de la droite et de l'UMP, qui est en rupture totale avec les états-majors. Un sondage récent d'Ipsos montrait que 55% des électeurs de l'UMP veulent des alliances avec le Front National. Et c'est vrai que dans cette base de l'UMP, il y a également des militants, des conseillers municipaux ou des candidats. Et nous ne sommes pas contre le principe de faire des accords, mais ce serait sur une base claire. C'est-à-dire ce serait sur une base politique. Il ne s'agit pas du tout pour nous de nous engager dans des accords d'appareil. Il s'agit simplement de dire nous voulons défendre les Français contre une fiscalité qui a atteint un niveau confiscatoire. Nous voulons améliorer la sécurité. Nous voulons diminuer la dette des communes. Nous voulons recentrer les investissements sur les services et les équipements fondamentaux et non plus faire du communautarisme ou du clientélisme avec l'argent public. Voilà, c'est sur une base politique. Alors que tout ce qu'on entend depuis le début autour de cette table, ce sont des petites combinaisons de positionnements politiciens qui n'intéressent personne. Alors, les Français se moquent éperdument de savoir si les Verts vont être avec le Parti Socialiste dès le premier tour dans telle commune, ou s'ils ont 2 listes séparées qui vont se fusionner au deuxième tour. Ça va rien changer à la vie quotidienne. C'est ça dont il faut avoir conscience. Ce qui fait la défiance aujourd'hui extrêmement forte à l'égard de la classe politicienne, c'est ça. C'est ce genre d'attitude où on se regarde le nombril en permanence entre politiciens, alors que les Français souffrent, que dans notre pays il y a 5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Il faudra quand même ouvrir un petit peu les yeux sur la réalité de la société française. On va continuer le débat, Monsieur Ruffnac, ensuite Monsieur Langlois et Monsieur Bouillon. Alors déjà, donc un tweet là. Non, Monsieur B, les Français ne se moquent pas des unions puisque les municipales sont des élections chères au cœur des citoyens. Donc c'est une réflexion, je vous la livre. Monsieur le Ministre, je dis pas qu'il vous a tendu une perche, mais enfin quelque part il dit finalement il y a des électeurs d'après les sondages dans votre camp, du camp de l'UMP, qui seraient favorables à des unions avec le FN. Est-ce que vous pouvez relayer ce type d'information? Vous connaissez évidemment très bien le tissu politique régional et en particulier dans votre propre camp. Est-ce que vous entendez ce genre de phrase ici dans la région? Ça me paraît une phrase typiquement politicienne. Typiquement politicienne. Vous savez, les sondages, je m'en méfie. Ils vont, ils viennent. Je crois que je n'y attache pas une importance considérable. Ce qui me paraît important dans ces élections municipales, c'est de mettre en place des équipes capables, dans la durée, de conduire dans de bonnes conditions la vie d'une cité. C'est ça qui est important.
Qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est que, bon, évidemment, au plan national, le Parti socialiste n'est pas en très bon état. Et je pense qu'à l'occasion de ces élections municipales, il y aura un rejet fort des candidats socialistes parce que, tout simplement, ils se rendent compte qu'au plan national, c'est à la fois de l'incompétence, de l'amateurisme et beaucoup de sectarisme. Et ils savent que dans les villes, c'est aussi souvent comme ça. Je connais bien Nantes, par exemple. Et je sais de quelle manière M. Ayrault a dirigé la ville de Nantes. Il l'a pas mal dirigé, mais il l'a dirigé avec un sectarisme hors de pair. Et ceci se retrouve, évidemment, aujourd'hui, au plan national. Mais encore une fois, sur les municipales, ce qui me paraît important, c'est d'avoir des équipes qui préparent un projet, avec un chef de file qui apparaisse comme de qualité, et qui puisse, pendant 6 années, faire en sorte que le changement, ou au contraire la continuité, puisse se poursuivre. La continuité, bien sûr, c'est au Havre. Les Havrais ont bien vu de ce que nous avons fait depuis 1995, et je pense que tout naturellement, ils devraient faire confiance à Édouard Philippe, qui s'inscrit dans cette continuité. En revanche, dans d'autres villes, qu'est-ce qu'on constate? Je pense par exemple à Rouen, ou je pense à Dieppe. Ce sont des équipes divisées. Dans chacune de ces villes, le maire a été à un moment ou à un autre contraint d'enlever ses délégations à un certain nombre de ses équipiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part qu'à l'égard des électeurs, c'est un peu une tromperie. Parce qu'au deuxième tour, les électeurs ont fait confiance à une équipe qui apparaissait comme une équipe unie. Et puis ça montre surtout que enlever une délégation à un adjoint, j'ai jamais rêvé d'une pareille chose. Jamais imaginé, en 15 ou 20 ou 16 ans de vie municipale, que je puisse demander à un adjoint ou dire à un adjoint que je lui retenais ses compétences. Ça veut dire tout simplement... Et une ville qui est conduite par une équipe divisée ne peut pas avoir des projets cohérents, ne peut pas donner une image forte. Comparer, là encore une fois, Le Havre et Rouen, ou Le Havre et Dieppe, depuis quelques années. Le Havre a eu un dynamisme, des équipements, une situation budgétaire assez exceptionnelle. Rouen, des déficits, vie au crochet plus ou moins du conseil général ou du conseil régional ou de la Créa, des trottoirs sales, une voirie mal aménagée. Et ça, je pense que les Rouennais le diront en faisant confiance à Jean-François Bure. Alors, Monsieur le Ministre, il y aura des émissions spéciales au Havre, d'ailleurs, en direct. Ce sera le 11 janvier. Il y aura une émission spéciale à Évreux, il y aura une émission spéciale à Rouen. Donc on aura l'occasion, bien évidemment, de débattre. Maintenant, quand même, une petite pique au passage. Du côté de cette adresse, à moins que ça ait changé, je pense qu'il y a une de vos adjointes qui monte au créneau face au candidat officiellement investi par l'UMP. Le candidat, il n'y a pas de candidat investi par l'UMP à cette adresse. Il y a 2 candidats. L'une qui est d'origine UMP, ça c'est clair. L'autre qui est d'origine UDI, ça c'est clair. Et qui est soutenue par le maire sortant. Mais il n'y a d'investiture ni pour l'une ni pour l'autre. Voilà, votre ami Patrice Gélard. Votre ami d'enfance. Mon ami Patrice Gélard. Donc c'est pas toujours facile quand même. Alors, du côté du Parti socialiste et du côté du Parti communiste. Monsieur Bouillon, réaction. Alors, on est bien d'accord, on fait pas un débat local, je me permets de le dire, mais bon, c'est vrai que on en parle quand même parce que il y a des choses à dire. Est-ce que, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, alors je vais être un peu provocateur, est-ce que finalement ces 10%, ça n'a pas été mis un petit peu en place? Alors d'accord, pour permettre à d'autres représentants d'autres formations politiques de faire leur apparition dans les conseils municipaux, très bien, pas de problème. Personne ne le conteste. Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée politique et notamment permettre au Front National de monter au créneau? On l'a vu en 1986 avec la règle du jeu pour les élections législatives. On s'en souvient, M. Mitterrand, les sondages étaient très favorables à la droite et finalement il y a eu 35 députés du Front National. Ça a atténué la victoire de la droite. Est-ce que c'est pas un petit peu ça qu'on peut apercevoir à travers cette nouvelle règle du jeu pour les municipales? Ça permettrait quand même de répondre à M. Rouffnac. J'ai entendu les leçons qu'il nous a données sur l'amateurisme, l'incompétence. J'observe que dans les 10 dernières années où ses amis étaient en responsabilité, ils ont, c'est le moins qu'on puisse dire, fait preuve d'une grande incompétence et beaucoup d'amateurisme et même de sectarisme. Et d'ailleurs,
lorsqu'on a pris nos responsabilités, on a trouvé un pays très endetté, en grande difficulté et très divisé aussi. Donc les leçons qui sont données, je crois qu'il faut aussi se permettre d'avoir un peu un regard sur ses propres responsabilités, surtout quand elles ne datent pas très loin, elles sont très récentes. Et puis sur la question de la division, quand j'entends l'UMP donner des leçons en la matière, je crois savoir qu'au sein même de l'UMP, on le voit par exemple également sur les listes européennes, entre ceux qui se réclament de Fillon, de Copé et de beaucoup d'autres, je crois qu'en la matière, là aussi, il faut être raisonnable. Sur la gestion de Rouen, je rappelle, peut-être que ces messieurs de l'UMP l'ont oublié, que la gestion de Pierre Albertini, c'est le moins qu'on puisse dire, a plutôt été fortement rejetée dès le premier tour, lors des dernières élections municipales, par les Rouennais, parce que tout simplement ils ont considéré qu'en termes de gestion financière, en termes de circulation, en termes de propreté, eh bien les réponses n'avaient pas été apportées. Et le moins qu'on puisse dire par ailleurs, c'est que la division était au rendez-vous. J'observe par ailleurs sur Rouen, depuis plusieurs années, à différents scrutins, que ce soit à l'occasion de cantonales ou à l'occasion aussi de législatives, que la droite est divisée sur Rouen. Donc là encore, pas de leçon à recevoir en la matière. Par rapport à ce que disait Monsieur B à l'instant, bien évidemment, et c'est ce que nous avons discuté lors de précédentes élections, le scrutin municipal, c'est pour nous la possibilité simplement d'exprimer des programmes, la mise en œuvre de politiques à l'échelon local qui répondent aux attentes des citoyens. J'observe une chose d'ailleurs que tout le monde sait, c'est que les Français majoritairement sont favorables aux maires en place et aux situations qu'ils rencontrent localement. Et ils considèrent pour plus de 2/3 d'ailleurs que le choix qu'ils feront au moment des prochaines municipales sera guidé avant tout par un regard local, à savoir est-ce que c'est une bonne équipe municipale, est-ce que le travail est bien réalisé, est-ce qu'il y a des équipements, est-ce que ça répond en termes d'éducation, de culture, d'enjeux économiques, tout simplement à ce qu'ils souhaitent à l'échelon local. Et les Français sauront faire la part des choses en ce que à répondre à cette question, est-ce que vraiment ce que j'ai en face de moi répond à ce que je souhaite comme citoyen local, plutôt que des considérations purement nationales et politiciennes par ailleurs. Donc pour vous, ce sont des élections locales? Évidemment, ce débat, on le connaît. De toute façon, la meilleure des réponses, c'est quoi? C'est qu'on observe que mécaniquement, c'est vrai du Havre, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres communes, c'est que souvent, à l'échelon national, le résultat est favorable à un camp et c'est différent au niveau local, tout simplement parce que les citoyens répondent à la question qui leur est posée. Manifestement, au Havre, depuis des années, la gauche est majoritaire sur des échelons nationaux. C'est ça la réalité. Donc je ne rends pas hommage. Ça va continuer. Non, ce que vous il faut que souhaitez. ça change, Monsieur Ruffnac, pour des raisons locales, Monsieur Ruffnac, et vous le savez. Mais ça fait la démonstration. Vous dites tout à l'heure Nantes. Nantes, depuis des années, en effet, la confiance est apportée à Jean-Marc Ayrault par rapport au projet qu'il porte, par rapport à l'ambition qui est la sienne et qui fédère largement, et même dans des milieux qui ne sont pas forcément historiquement favorables à la gauche, mais qui considèrent que la réponse en termes d'économie, en termes de dimension internationale aussi qui a été donnée à Nantes est plutôt satisfaisante. Et c'est la même chose sur Rouen aujourd'hui. Et nous souhaitons demain à ce que le Havre aussi retrouve un équilibre et notamment répondre à l'ensemble des catégories sociales. Certaines aujourd'hui sur le Havre sont ignorées. Monsieur Langlois, lors de l'élection présidentielle, la candidate du Front National sur Dieppe, si je me trompe, vous me dites, a fait un score supérieur à celui de monsieur Mélenchon. C'est vrai que le Front National progresse. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, monsieur Bouillon, si je peux me permettre, concernant le piège éventuel politicien lancé par la gauche avec cette nouvelle règle du jeu qui pourrait favoriser davantage les listes de gauche, alors PS et PC en particulier. Et vous disiez tout à l'heure, monsieur Langlois, on n'est pas tout seul. Ça veut dire que vous élargissez votre équipe véritablement. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est important aujourd'hui? Je ne suis pas certain que les téléspectateurs qui sont derrière ou devant leur écran actuellement se réjouissent du débat sur la tambouille politicienne qui est faite depuis tout à l'heure. Sur Ruffnac aime dépeindre Rouen, Dieppe en noir. Il oublie le taux de chômage sur le bassin havrais. Enfin, c'est un des plus élevés du département de Seine-Maritime. Moi, j'ai pas l'impression que les jeunes et moins jeunes qui vivent le Havre ont l'impression de vivre dans une ville de grand standing où tout se passe bien. Même si je sais que depuis qu'il a été maire en 95, et c'est le cas d'Édouard Philippe, ils veulent faire du Havre une ville marketing, une marque de fabrique. Je suis pas certain que les habitants s'y retrouvent. De quoi s'agit-il aux élections municipales? En France, en Europe, les politiques d'austérité ruinent la vie, ruinent le quotidien d'un grand nombre de Français. Est-ce que ces élections seront un point d'appui d'abord
pour les populations? Est-ce qu'elles vont se mêler de cette élection? Est-ce qu'elles vont défendre leurs services publics? Est-ce qu'elles vont exiger de nouvelles solidarités, notamment en faveur des classes moyennes et de ceux qui travaillent et qui ont très souvent le droit à rien? Est-ce qu'elles vont se battre pour un aménagement, j'insiste là-dessus, un aménagement du territoire équilibré? Ce sont ces questions-là que les Français vont se poser. Est-ce qu'elles seront déconnectées du contexte national? J'en suis pas convaincu. D'abord parce que les gens saucissonnent pas. L'enjeu municipal et l'enjeu local, ils font confiance à leur maire, mais les questions d'emploi, de pouvoir d'achat, du diktat de la Commission européenne seront également dans la tête des électeurs lorsqu'ils se déplaceront. Et puis moi, je mets en garde tous ceux qui veulent se compter à l'occasion des élections municipales, ceux qui combattent une partie de leur camp, notamment à gauche, ou ceux qui modifient les modes de scrutin à l'approche des élections. La droite l'a chèrement payé à l'occasion des législatives. Je serai attentif au prochain redécoupage des cantons. En général, ceux qui sont au ciseau et qui ont des vues électoralistes là-dessus le paient cher. Madame Sanchez, concernant justement cette notion. Alors effectivement, depuis le début, on parle des alliances, des mésalliances, mais c'est un peu la réalité de la vie quand même. C'est ce que vous vivez actuellement. Pardonnez-moi de le rappeler à tous, mais c'est quand même un petit peu ce qui se passe, sauf pour le Front National, mais on a compris pourquoi. Madame Sanchez. Nous voulons vraiment faire entendre nos propositions. Par exemple, j'entends ici beaucoup de personnes parler de la défense des services publics. Nous avons des propositions fortes dans nos projets, par exemple, ici pour la création d'un service public de l'énergie. Ça, c'est quand même une proposition, vous voyez, que nous portons et qui s'éloigne d'un modèle de délégation de services publics qui aujourd'hui suscite de plus en plus d'interrogations. Donc vous voyez, nous voulons proposer des nouveaux modèles de développement. Avec ce service public de l'énergie, vous voyez, on pourrait vraiment réaliser des rénovations thermiques efficaces, créer des emplois, travailler en partenariat avec des structures qui permettraient un tiers financement, parce qu'on sait, vous avez évoqué les difficultés évidemment financières de nos concitoyens et le gisement important d'économies qui pourrait être réalisé par la rénovation thermique, mais comment la financer? Ici, nous portons des propositions novatrices, comme le tiers financement, qui petit à petit fait son chemin et apporte des réponses à la crise, des emplois et la transition énergétique. Vous voyez, Monsieur Langlois, quand il dit, en fait, ce sont des élections municipales, mais en même temps, il y a des enjeux nationaux. Le rassemblement pourra se produire. C'est autour de ça qu'on se rassemble, à l'occasion d'une élection. Oui, non, mais attendez, vous êtes d'accord avec ça? Finalement, là, vous êtes en train de parler de politique nationale. Non, parce que proche, non, mais voyez, nous pensons qu'il faut créer, si vous voulez, une cohérence entre les différents niveaux politiques. Et là, par exemple, sur cette transition énergétique, nous portons fortement ces propositions-là, et nous pensons qu'on peut coordonner justement un financement national, une structure régionale, et ensuite des réalisations qui se font au niveau local. Et là, il me semble que cette cohérence que nous portons, c'est ce qui intéresse nos partenaires futurs potentiels, parce que aujourd'hui, nous avons des propositions qui sont novatrices. On le montre. L'écologie que vous avez caricaturé, Monsieur Peralta, non. Il me semble qu'aujourd'hui, l'écologie, elle apporte des nouvelles solutions, et c'est ce qui intéresse les citoyens. C'est réaliste, c'est l'adaptation au changement climatique, aux nouvelles nécessités de la transition que nos sociétés doivent vivre. Monsieur Rufnac, s'il vous plaît, votre micro. Donc la question que je posais, vous n'avez pas eu l'occasion d'y répondre rapidement. Est-ce qu'effectivement, d'après vous, il y a entre guillemets un piège politique qui est tendu avec le changement de règle du jeu concernant la possibilité de se maintenir au deuxième tour au municipal avec 10% des voix exprimées et non pas des inscrits? Vous savez, c'était déjà comme ça en 95 au Havre. J'ai eu une extrême droite qui s'est maintenue au deuxième tour, et ça n'a pas empêché mon équipe de gagner sans aucune difficulté au deuxième tour. Que chacun se maintienne au deuxième tour, voilà. Mais je ne crois pas que ça changera beaucoup les choses. Monsieur Peralta, rapidement, d'un mot. Oui, je partage assez cette conviction. À mon avis, les électeurs vont se positionner sur des projets pour leur commune. Et les incidences nationales seront importantes, bien sûr, mais seront secondaires. Donc, même s'il y a un maintien des listes d'extrême droite au deuxième tour, les électeurs sauront choisir ceux qui présentent des projets crédibles. Oui, j'ajouterais que les électeurs de l'extrême droite sont très divers dans leur spécificité. Le discours de l'extrême droite se rapproche beaucoup de l'extrême gauche. Finalement, M. Mélenchon et l'extrême droite sont d'accord sur la sortie de l'euro, le protectionnisme, enfin toute proposition qui serait naturellement catastrophique pour le pays. Donc l'électorat de l'extrême droite, et je l'ai constaté au Havre, est au fond très souvent un électorat de l'extrême gauche
qui est un électorat, pas content, Voilà, et vous qui êtes veut attaqué, exprimer quelque chose Monsieur B, de 20 négatif. secondes pour conclure. C'est un vote négatif. Oui, mais ça c'est vous qui le dites, monsieur Fnac. D'abord, nous ne sommes pas l'extrême droite, nous sommes des patriotes. Et c'est ce que vous n'avez pas compris, vous insultez les électeurs pour évacuer le débat de fond. En réalité, vous avez échoué totalement dans toutes les politiques que vous avez menées, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Vous vous gargarisez de votre bonne gestion. Vous avez laissé en 1998 la région Haute-Normandie avec 300 millions d'euros de dettes. Voilà, ça vous disqualifie totalement, monsieur Fnac. Et d'une façon générale, il y a une corrélation totale entre les politiques menées au niveau national et au niveau local. 80 taxes et impôts supplémentaires qui ont été créés par Sarkozy et par Hollande. La même chose au niveau local. Les taxes foncières, taxes d'habitation, taxes... Votre micro est